Bien, donc là on a parlé de prison, on va essayer de parler d'autres choses quand même. Donc Bruno Clément, avec plusieurs de ses collègues, est donc engagé dans un partenariat, en l'occurrence avec le lycée Jean Zay d'une part, et puis avec le lycée Olympe de Gouges d'autre part, dont vous allez nous parler. Voilà, donc nous avons mené un projet ensemble avec Arnaud Lémé, donc 16e, tout à fait réjouissant finalement et fructueux, je trouve. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Donc il s'agissait de, en fait, nous, de manière assez simple, on a essayé de construire ensemble une séquence donc c'est avec une première aile de 30 élèves. On a essayé de construire une séquence sur l'humanisme, avec l'objet d'études spécifiques, donc des premières ailes, à partir de la proposition d'Arnaud de travailler, je me souviens qu'il m'a dit ça, c'était vraiment le point de départ, sur les sources néo-latines du chapitre 24 du Gargantua de Rabelais. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est vrai. Bon. Et alors, bon, voilà, c'est tout ça pour dire que c'est parti un petit peu quand même d'un défi et en même temps que ça a été vraiment un très grand plaisir de faire ce travail, donc qui s'est tout de suite présenté, vous le comprendrez, comme une initiation à la recherche, qui a pris la forme, donc très concrètement, de 2 séances où Arnaud est venu dans la classe et où il a fait le cours, quoi, une séance de 2 heures et une séance de 3 heures à une semaine d'intervalle. Et ça, pour moi, donc, c'était vraiment, je l'ai écrit dans les documents que vous trouverez en ligne, le cœur savant et érudit de la séquence, et en même temps son horizon, parce que je vous avoue que il fallait quand même mettre en place des choses extrêmement érudites et savantes. Voilà, donc on s'est beaucoup demandé comment on allait aborder et comment on allait amener les élèves, et ça c'était vraiment un travail très intéressant à faire pour qu'ils puissent accéder à ce cœur et partager avec Arnaud son expérience de chercheur. Et voilà, très concrètement. Voilà, je vais lui laisser la parole. Il va vous expliquer peut-être, je ne sais pas ce qu'il a voulu raconter sur le chapitre 24 un petit peu, avant de... Oui, alors effectivement, ça ressemble un peu à une gageure. Présenté comme ça, les sources néo-latines du chapitre 24. On aurait pu rajouter édition 1542. Hein. Ça a son importance. Alors, je voudrais juste mettre 2 petits bémols à ce qu'a dit Florence. Elle a construit la séquence. Et le cœur savant, c'est elle. Après, l'aspect érudit et la manière dont il s'est articulé à tout ce qui avait été mis en place, c'était à ce moment-là que j'arrivais avec effectivement, cette espèce de défi qu'on pouvait se jeter. Alors, moi, j'étais très content parce que vous imaginez qu'avec grosso modo, avec un sujet de thèse de cette nature, j'ai pas énormément de tribunes. Je parle même pas des médias, mais je parle simplement des classes. Et c'était fabuleux de pouvoir venir présenter à la jeune génération. Alors effectivement, après le moment de surprise où ils sont restés un petit peu interloqués, je crois qu'en fait, un de nos objectifs principaux à tous les deux, c'était d'essayer de leur montrer que les textes qui arrivaient devant eux avaient une histoire critique qui relevait d'un certain nombre de choix, de sélections, d'éditions, d'interprétations, et que ces textes finalement étaient le fruit de toute une culture qui leur servait de socle. C'était tout simplement ça. Alors, outre les grands textes de l'humanisme que Florence présentait avec eux, Erasme, Montaigne, le prologue du Gargantua, bien évidemment, enfin tous ces passages obligés, moi, effectivement, je m'étais intéressé dans le cadre de mes recherches à un chapitre qui est le chapitre totalement, on va dire, méconnu, peu lu, qui est celui de la fin de l'éducation de Gargantua.
On connaît, bien sûr, on connaît tous le programme, on connaît les différences, les divergences d'interprétation de ce chapitre. Et puis finalement, une fois qu'on a opposé l'éducation renaissante, humaniste à l'éducation sophistique, on s'en tient là. Et puis finalement, ce petit chapitre qui ne paye pas de mine et qui a été, comme on peut le voir d'une édition à l'autre, retravaillé quand même avec un certain nombre d'intérêts de Rabelais, symboliquement porte en lui fortement des valeurs humanistes, mais qui s'incarnent à travers une figure méconnue peut-être, qui est celle du paysan. Et le paysan tel qu'on peut le trouver dans les représentations humanistes justement de l'époque de Rabelais, représentations auxquelles Rabelais contribue, que Rabelais contribue à faire connaître par un travail d'éditeur, notamment à Lyon, dans les années 1530, quand il est dans l'atelier de Sébastien Griffe, célèbre imprimeur lyonnais. Et il édite notamment à ce moment-là un humaniste italien que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Angelo Poliziano, Ange Policien, qui était, on va dire, un petit Mozart des humanités au XVIe siècle, puisque à 6 ans, il avait traduit en hexamètre latin le premier chant de l'Iliade. Ce fut le précepteur de Laurent de Médicis, et ce fut un des premiers professeurs du studio. Et il se trouve que... Et l'amant, ça c'est côté people, effectivement, l'amant de Pic, d'Alain Mirandol. Les élèves, ça peut les intéresser. Ah oui, non, mais on leur a pas parlé. Mais si, moi je leur ai. Ah, tu leur avais dit, oui, pardon. T'étais des choses. Oui, non, mais je savais pas. Et donc l'objectif, c'était de les amener ensuite à essayer d'aller chercher les sources de ce texte là où elles pouvaient être. C'est un texte qui est déjà difficile d'accès en lui-même par sa langue, par sa compréhension une fois qu'il a été traduit, on va dire, en français moderne, et puis ensuite dont les sources, là pour le coup, sont latines, écrites en latin, on va dire grosso modo entre 1480 et puis 1530, au moment où le Gargantua apparaît. Et l'objectif, c'était donc de leur montrer, d'une part, dans leur forme, dans leur jus, si j'ose dire, ces textes que lisait Rabelais, qu'ils fréquentaient, et puis de voir quel est le rapport que ces gens entretenaient avec le texte. Et c'est un rapport qui se traduit sur la page concrètement, puisque on voit le texte que les humanistes écrivent, on voit le texte qu'ils commentent, et puis autour de ce texte, on voit se greffer tout un ensemble de commentaires, de réflexions, de notes savantes, de marginalia. Pour nous, c'était l'occasion d'abord de leur montrer que ces textes complexes, qui nous semblent complexes, et qui sont complexes, là, pour le coup, à comprendre, d'autant plus pour nous, mais l'étaient déjà pour eux, et étaient, on va dire, faisaient partie du programme humaniste qu'ils voient illustré dans la fiction de Rabelais. Qui plus est, comme en plus c'était un texte que Rabelais éditait au moment où il écrivait le Gargantua, on était totalement en prise, on va dire, sur le travail de l'écrivain. Et c'était, je pense que c'est plutôt ça qui les a fascinés, qui sans doute a retenu leur attention. Et il y a alors après, bien sûr, on est rentré dans le détail des sources savantes, et puis on a... Je vais... Ah oui, bien sûr. Vas-y. Non, enfin... oui, non, parce que là, pour le coup, moi, je les observais pendant que tu... Je pense que... Oui, ce que voulait dire Arnaud, c'est qu'on a cherché des biais, évidemment, pour préparer l'intervention d'Arnaud. En fait, on avait réfléchi ensemble. Je me souviens, dès la première discussion, moi, je pars toujours de leurs difficultés. Donc moi, en fait, ils avaient eu en lecture cursive le Gargantua. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est vraiment un hasard. Et donc, la proposition d'Arnaud m'a quand même semblé recevable. Et je suis partie de leurs difficultés. Bon, je pense que vous les imaginez. C'est un texte ennuyeux. On s'ennuie, madame. Il me l'avait déjà dit. Donc, moi, je leur avais donné dès le mois de septembre. Donc, c'est un texte ennuyeux. On n'y comprend rien. Il y a des notes partout. Et donc, on a décidé, tu te rappelles, de travailler sur les notes de bas de page, oui. Sur les annotations. Donc, on s'est dit qu'il fallait pousser le défi jusqu'au bout. Donc, en fait... Et d'une manière un peu, très fine d'ailleurs, Arnaud a imaginé
d'expliquer aux élèves ce que tu disais, quoi, qu'ils étaient face au texte de Rabelais, les mêmes que Beatus Rhenanus, par exemple, qui deviendra l'éditeur d'Erasme, devant les textes de Virgile ou d'Ovide, et de montrer finalement qu'un universitaire de Paris 8 au XXIe siècle, il reconduit... voilà, il reconduit finalement la pratique humaniste en exploitant les spécificités de notre intervenant, très, très séduisant pour le coup, au sens... Discours indirect libre. Discours il y a eu un succès fou, donc je suis contente que vous puissiez le voir comme ça. Voilà, faut mesurer. Et qui justement, voilà, je me suis. Qu'est-ce que je racontais ? Oui, donc le geste. Oui, parce que l'une des spécificités de notre universitaire, c'est qu'il est néo-latiniste, donc spécialiste du latin de la Renaissance, donc traducteur. Donc, c'était une manière de montrer que Arnaud reconduisait le travail des humanistes, c'est-à-dire traduire, commenter, éditer. Donc voilà, on est parti un petit peu de cette idée. Donc il était une espèce d'incarnation, de réincarnation, je ne sais pas, de Policien, entre le panépistémon et les sylves. Et donc il a donné aussi bien des pages de sa thèse, ton annotation de Nicolas Petit. Ça, oui. Voilà, que des facsimilés de l'époque. Donc c'était vraiment passionnant pour les élèves d'avoir tout ça. Et ça, c'était le premier travail. C'est un travail effectivement sur l'histoire du livre, quoi. Enfin, la transmission, etc., technique, avec toute la matérialité de la recherche, des supports. On avait commencé par visiter, avec une vidéo, la bibliothèque de Célestat, bibliothèque humaniste, pour que les élèves aient vraiment un désir très concret de pénétrer dans le monde du livre et de l'humanisme, en fait. Je me permets de vous interrompre et d'amener un peu peut-être vers les échanges, parce que ça me fait venir un rapprochement par rapport à des échanges qu'on a eu ce matin aussi sur justement ces élèves qui ne comprennent pas les textes, où il faudrait étudier le lexique et autres. Et je crois que là, dans la séquence qu'on verra en ligne et dans l'expérience qui a été la vôtre, précisément le travail d'appareillage en amont, c'est-à-dire de préparer la possibilité de rendre lisibles des choses qui sont difficiles, y compris pour nous. C'est vraiment quelque chose que vous avez conduit. Et par ailleurs, dans la question qui me venait moi, et on verra ce qu'en pensent un petit peu les autres, c'est que vous nous parliez un petit peu de leur réaction à eux. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça ? Mais peut-être que tu peux dire, toi, comment tu as trouvé qu'ils réagissaient déjà quand tu es venu ? Ils étaient très bienveillants. Non. Alors, il y a d'abord eu un travail de lecture du texte, déjà, tout simplement, d'appropriation du texte. Je me rappelle c'est vrai qu'en fait, on s'imagine, on arrive avec des préconceptions de ce qui va poser problème dans le texte, et puis on se rend compte, en fait, au fur et à mesure qu'on commence à échanger avec eux, que finalement elles sont autres ou elles sont un petit peu décalées. Certains, par exemple, ne savaient pas. Vous savez, dans ce chapitre, parce qu'on aurait dû vous le dire, c'est comment Gargantua emploie le temps quand l'air était pluvieux. Et vous savez, c'est là qu'on le voit avec son maître, puisque c'est un bon maître, qui décide de temps en temps, Ponocrates, pour le séjourner de cette véhémente intention des esprits, advisait une fois le mois, quelques jours bien clairs et sereins, en quels bouger au matin de la ville et aller à Gentilly, à Boulogne ou à Montrouge, ou Pont-Charenton ou à Vanves ou à Saint-Cloud, et là passer toute la journée à faire la plus grande chère dont il se pouvait adviser, raillant, gaudissant, beuvant, d'autant, jouant, chantant, dansant, se vautrant en quelques beaux prés, dénichant des passereaux, prenant des cailles, pêchant aux grenouilles et écrevisses. Et alors c'est là qu'effectivement c'était... Quoi ? Des écrevisses ? Qu'est-ce qu'ils font des passereaux ? Mais c'est quoi un passereau ? Pourquoi ils les dénichent ? Qu'est-ce qu'ils font les écrevisses ? Ça, c'était ce travail d'appropriation et d'échange du texte. Et alors, je m'arrête sur cette anecdote, en fait, parce que totalement superficielle. Parce qu'en fait, au retour, quand cette année, là, au premier semestre, les étudiants sont arrivés, quand j'assure un cours d'expression critique, niveau L1, et quand ils sont arrivés, finalement, je me suis dit, je vais faire strictement la même chose. D'abord, avant toute chose, avant de rentrer dans une problématique, aborder le texte sur une problématique littéraire en particulier, ou construire on met à plat le texte. Et alors, ça nous donne des séances d'1 heure, concrètement, sur
honnêtement, vous prenez le texte et vous entourez tout ce qui vous pose problème, et on va ensuite l'expliciter. Une fois que ce sera fait, après, on va avoir une approche technique un petit peu plus du texte. Et je me suis rendu compte que ce travail, que finalement les élèves de Florence avaient sollicité, est extraordinairement précieux dans mon quotidien. Ici, je le faisais avant, mais je pense que je n'avais pas réussi, je n'avais pas envisagé la nécessité de le faire autant. Donc ça, on va dire, c'est le premier point, c'est le retour. Voilà. Après, je crois que je pense qu'ils ont reçu l'idée que les textes qui étaient dans leur manuel étaient construits. Voilà. Cette notion importante était construite par des gens, au sens où il y avait une édition, il y avait des interprétations, il y avait des discours qu'on tenait sur eux, et que les personnes qui étaient en face d'eux pour leur parler de ces textes étaient à leur tour dépositaires de ces discours et en même temps critiques de ces discours, faisaient leur choix et les présentaient avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire des individualités, des goûts. Et pour faire juste une brève parenthèse, parce que quand on est parti, on ne s'arrête jamais, mais par rapport à ce que disait Bruno tout à l'heure, je prends juste 15 secondes, je peux ? Sinon, non, parce que c'est totalement en dehors. Hein. D'accord. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la rhétorique. Le point de bascule, moi, là je parle sous contrôle de Patrick, de tout le monde, de vous tous, mais ce qui m'a fasciné dans le point de bascule des études rhétoriques, c'est Chaim Perelman, dans les années 40 à peu près, où la redéfinition qu'il propose de la rhétorique, c'est une redéfinition presque ontologique de la vérité, du rapport à autrui, du rapport au monde, du rapport à l'autre. Pour lui, c'est le moment où se casse la figure le modèle de la vérité absolue édifié par les sciences mathématiques et la logique. Hein, vous savez, c'est le seul moment où l'incomplétude des mathématiques est démontrée, etc. Et donc il dit qu'il faut construire un autre rapport à la vérité, et cet autre rapport, pour sortir du modèle cartésien, c'est la rhétorique qui nous le propose. Parce que la vérité se construit dans un rapport constamment négocié avec autrui. Et bien finalement, là, avec Florence aussi, je veux dire, c'était ça qui était en œuvre. On construisait un rapport négocié à la vérité du texte et dans l'échange. Ça, pour moi, c'était fascinant. Je me tais. Juste donc, les élèves étaient absolument subjugués. Ils m'ont dit que, mais là, c'était quand même un contenu, donc vous l'aurez compris, très exigeant. Hein. Les séances d'Arnaud étaient très longues, enfin 2 heures, puis 3 heures. Et l'adjectif vraiment utilisé par les élèves, il est captivant. Il est captivant, il sait tout. Donc tu ressembles quand même pas mal à Policien. Il est, et elles me l'ont redit. J'ai refait un sondage cette année. Et elles m'en ont reparlé. Il y avait des garçons dans la classe quand même. Si, mais non, mais il y avait des garçons qui étaient également. Non, mais vraiment, si tu te souviens, Moussa et tout ça. Oui, des garçons qui étaient également tout à fait captivés, mais très séduits aussi, c'est vrai, par la dimension très sympathique et amusante et ludique de l'érudition d'Arnaud. Et sa simplicité, c'est vrai que ça c'est totalement essentiel, qui les a aidés à pénétrer. Par ailleurs, ils ont trouvé que c'était beau, la Renaissance. Ils ont été sensibles à l'esthétique, pour le coup, du théâtre olympique. Il est à peu près acquis qu'il va y avoir des cohortes de philologues qui vont débouler à Paris 8. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une question avant qu'on s'arrête quelques minutes ? Je passe le micro. Une question, j'en ai plusieurs en même temps. La première c'était d'être, si on avait pu avoir un aperçu un peu plus concret encore sur vraiment le contenu des séances, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez pédagogiquement demandé et exigé des élèves, et comment ils ont, par rapport à cette démarche qui est quand même vraiment nouvelle, comment ils ont progressé au sein des 2 séances pour s'approprier un type de travail, effectivement, qu'on leur demande pas de faire d'ordinaire. Et la deuxième, c'était par rapport à ce que vous disiez avant, c'est de savoir dans quelle mesure, en fait, la démarche que vous avez mise en place tous les deux a changé rétrospectivement, du coup, le regard qui portait, là vous venez de parler de la Renaissance et de l'humanisme, mais sur l'œuvre même de Rabelais, sur le texte. Est-ce que ça les a amenés à faire un retour, finalement, pour relire des passages et du coup, avoir un regard complètement différent sur, notamment, le rapport de Rabelais à la langue, précisément.
Et comment en fait justement vous avez pu mesurer, vous en tant qu'enseignante, justement le bénéfice, j'aime pas trop le mot, mais enfin bon, de ce partenariat dans leur capacité tout simplement à parler dans un cadre très normatif, très circonscrit des épreuves du bac, quoi, de cette œuvre qui posait beaucoup de difficultés à la base. Vous avez 2 minutes pour répondre et tout sera en ligne. Oui, c'est donc ça. Une séquence, il y a un tableau très détaillé. Très étoffé, il y a un tableau pas arlésienne, mais presque. Il y a un tableau vraiment séance par séance. Il y a eu 27 heures de cours. Le tableau fait vraiment plusieurs pages. Il est très détaillé. Voilà. Et puis il y a une fiche spécifique aussi qui permet d'avoir une idée un peu plus précise de ce qu'on a fait. Sur la mutation opérée en eux par cette expérience. Oui, la mutation opérée. Alors, je dirais que c'est pas tellement gargantua. C'est plutôt ce pourquoi j'avais finalement opté pour qu'on puisse accéder. Encore une fois, au travail de recherche d'Arnaud, c'est-à-dire c'est la figure de l'humaniste en fait. Donc c'est beaucoup plus transversal. Et mon objectif, c'était une lecture cursive. Et la problématique, c'est vraiment sur la figure de l'humaniste. Ça a donné lieu, par exemple, à des petits travaux. Moi, je voulais qu'ils écrivent des vies d'humanistes, parce que j'ai aussi envie de travailler là-dessus, sur le genre des vies. Ce modèle. Et j'ai eu plein de vies d'humanistes, plein de livres justement de lecture qui prouvaient un goût, une curiosité nouvelle, quoi, un rapport un peu, me semble-t-il, nouveau, une curiosité, voilà, un intérêt pour le texte, y compris Rabelais. Ouais. Je pense que ça a éveillé en eux le désir d'aller à l'université, parce que nous, on n'a pas pu y aller. Donc on a c'était très bien, on a eu simplement l'universitaire dans notre classe, et vraiment ça a suscité un vrai désir d'approfondir. Il faudra les suivre à la fin de cette année, voir ce qu'ils vont... Une subordonnée. Une subordonnée. Si les élèves de Terminale L pouvaient venir à l'université suivre un cours pendant un semestre, cours qui serait validé éventuellement pour leur année à venir, c'est une longue subordonnée. Je sais que ça se fait dans certaines académies, et Terminale L ou autres, mais qu'il y ait des sortes de préacquis, éventuellement de cours universitaires qu'ils suivent sur leur temps libre, qui est très mince. Ouais. J'en ai conscience. Bon, on l'avait évoqué, à suivre. Ouais. À suivre. Merci beaucoup à vous deux. Je vous laisse respirer 5 minutes, pas plus. Ne partez pas trop loin, puisqu'il y a encore des intervenants qui suivent. Donc, merci de revenir rapidement.